Il y a 3 ans, je me souviens d'un dimanche matin où j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vu disparaître 1 180 € en une seule ligne. Loyer, un mot, une seconde, et presque la moitié de ce que je gagnais à l'époque s'évaporait avant même que j'ai bu mon café. Ce jour-là, j'ai posé mon téléphone sur la table et je me suis demandé pour la première fois de ma vie, est-ce que je suis en train de construire quelque chose ou est-ce que je remplis simplement la poche de quelqu'un d'autre? Je m'appelle Lucas, j'ai 37 ans et pendant plus d'une décennie j'ai travaillé dans la finance. J'ai analysé des portefeuilles, optimisé des stratégies d'investissement, conseillé des entreprises sur l'allocation de capital. Et pourtant, pendant des années, j'ai fait exactement la même erreur que des millions de Français. J'ai payé mon loyer chaque mois, j'ai regardé le solde diminuer et je n'ai jamais vraiment calculé ce que ça me coûtait réellement sur toute une vie. Aujourd'hui, je vais vous montrer un chiffre qui m'a personnellement choqué quand je l'ai enfin calculé. 400 000 euros. C'est la somme approximative que le piège du loyer peut vous voler sur une vie entière si vous ne changez pas de stratégie. Pas 400 000 euros de loyer payé, ça vous le voyez sur vos relevés. 400 000 euros d'opportunités perdues, de richesses qui auraient pu vous appartenir et qui n'existera jamais dans votre patrimoine. Avant d'aller plus loin, je veux être honnête avec vous. Ce vidéo n'est pas un discours simpliste du type « arrêtez de louer et achetez ». La réalité est beaucoup plus nuancée. Il y a des situations où louer est parfaitement rationnel. Il y a des moments dans une vie où c'est la meilleure décision financière possible. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le mécanisme caché derrière le loyer, le vrai coût que personne ne vous explique, et comment des gens ordinaires avec des revenus ordinaires ont utilisé ce calcul pour transformer leur situation financière en moins de 5 ans. Commençons par une étude publiée en 2022 par l'Institut national de la statistique et des études économiques, mieux connu sous le nom d'INSEE. Cette étude a suivi les trajectoires patrimoniales de ménages français sur 20 ans. Le résultat est brutal, à 45 ans, les propriétaires avaient en moyenne un patrimoine net de 240 000 euros. Les locataires du même âge, avec les mêmes revenus, avaient un patrimoine net moyen de 38 000 euros. C'est un écart de 202 000 euros entre deux personnes qui gagnent la même chose, vivent dans la même ville, ont le même niveau d'éducation. La seule différence, l'une paie un loyer, l'autre rembourse un crédit. Mais avant que vous ne me disiez « oui Lucas, on sait qu'il vaut mieux acheter », laissez-moi vous montrer quelque chose que même la plupart des propriétaires ne comprennent pas, parce que le vrai piège du loyer n'est pas là où vous le pensez. Permettez-moi de vous présenter Chloé, elle a 32 ans, elle vit à Lyon, elle gagne 3 200 € net par mois. Elle paie 1 000 € de loyer pour son appartement de 55 mètres carrés. Chloé est intelligente, elle épargne, elle a même un livret A avec 8 000 € dedans. Mais quand je lui ai demandé combien elle aurait dans 25 ans si elle continuait comme ça, elle m'a regardé avec un sourire gêné. Elle n'avait jamais vraiment calculé. Voici ce qui se passe réellement dans la vie de Chloé chaque mois. Elle donne 1 000 € à son propriétaire. Cet argent disparaît complètement de son patrimoine. Elle ne reçoit rien en échange de tangible. Pas d'actifs, pas d'équité, pas de richesse accumulée. Juste le droit de rester dans un appartement qui ne sera jamais le sien. Maintenant, imaginons qu'elle loue pendant 25 ans à ce même loyer. 1 000 € fois 12 mois fois 25 ans. 300 000 € sortis de son compte, partis dans le patrimoine de son propriétaire sans laisser la moindre trace dans le sien. Mais attendez, ce n'est pas encore le vrai chiffre, parce que le vrai chiffre, c'est le coût d'opportunité. Voici Antoine, il a 30 ans, il habite à Bordeaux, il gagne 2 800 € par mois. Lui aussi loue 850 € par mois. Antoine est le genre de personne qui dit « De toute façon, je ne peux pas acheter, je n'ai pas l'apport ». Et cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois dans ma carrière. C'est souvent faux, mais même quand c'est vrai, il y a quelque chose de bien plus important que la question achat-location. Il y a la question de ce que vous faites avec la différence. Parce que voici ce qu'Antoine ne voit pas. Chaque euro qu'il donne à son propriétaire est un euro qui ne travaille pas pour lui. Et l'argent qui ne travaille pas en finance, c'est de l'argent qui meurt. Pas métaphoriquement, littéralement. À cause de l'inflation, un euro aujourd'hui vaut moins l'année prochaine. Un euro qui ne produit rien perd de la valeur chaque année qui passe.
Maintenant parlons du vrai mécanisme, celui que les économistes comportementaux appellent le biais de comptabilité mentale. Une étude de l'université Paris-Dauphine publiée en 2021 a montré que les locataires français sous-estiment systématiquement le coût total de leur loyer de 38% en moyenne. Pourquoi ? Parce que nous ne voyons que la dépense mensuelle. Notre cerveau est câblé pour le court terme, 1000 € ce mois-ci, 1000 € le mois prochain. Ce n'est jamais 300 000 € sur 25 ans. Et ce n'est certainement jamais 400 000 € de richesse perdue en comptant ce que cet argent aurait pu générer s'il avait été investi. Laissez-moi vous expliquer la mécanique précise de ce chiffre de 400 000 €. C'est important de comprendre d'où il vient parce que sinon il paraît arbitraire. Imaginez Margot, elle a 28 ans, elle vit à Nantes, elle gagne 2600 € net, elle paie 900 € de loyer. Sa propriétaire, Madame Renard, a acheté cet appartement il y a 15 ans pour 140 000 € avec un crédit immobilier. Aujourd'hui, cet appartement vaut 220 000 €. Madame Renard a remboursé environ 110 000 € de capital depuis 15 ans. Et chaque mois, les 900 € de Margot couvrent la quasi-totalité des mensualités de Madame Renard. Margot finance l'enrichissement de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une mécanique financière. Et Margot, sans le savoir, est l'un des principaux moteurs de la création de patrimoine de Madame Renard. Mais voici où ça devient vraiment intéressant et où la plupart des analyses s'arrêtent trop tôt. Le vrai coût du loyer de Margot n'est pas 900 € par mois. Le vrai coût, c'est ce que ces 900 € auraient des produits s'ils avaient été investis dans un ETF indiciel sur le même horizon de temps. Sur 25 ans, à un rendement annuel moyen de 7%, ce qui correspond approximativement à la performance historique des indices boursiers mondiaux, 900 € investis chaque mois deviendraient environ 780 000 €. 780 000 €. Évidemment, Margot doit bien habiter quelque part. Donc nous soustrayons ce qui lui aurait coûté de rembourser un crédit à la place. La différence nette, c'est là que se cache le vrai chiffre. Et dans beaucoup de configurations françaises actuelles, avec les prix de l'immobilier et les taux d'intérêt des dernières années, cette différence dépasse régulièrement 400 000 € sur une vie. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose que les promoteurs immobiliers et les agents ne vous diront jamais. Acheter n'est pas toujours la bonne réponse. Il y a des cas précis où louer est la décision la plus intelligente que vous puissiez prendre. Et si je ne vous le dis pas, je vous rendrai un mauvais service. Premier cas, si vous êtes dans une ville où le ratio prix d'achat sur loyer annuel dépasse 25, dans plusieurs arrondissements de Paris, ce ratio dépasse 40, ce qui signifie que même avec un crédit avantageux, vous payeriez plus cher en mensualité qu'en loyer pour le même appartement pendant de nombreuses années avant que l'effet de levier immobilier ne commence à jouer en votre faveur. Deuxième cas, si vous avez une forte probabilité de déménager dans les 3 prochaines années, les frais de notaire, les frais d'agence à l'achat et à la revente, les éventuelles pénalités de remboursement anticipé, tout ça peut effacer complètement le bénéfice financier d'un achat court terme. Troisième cas, si vous avez des dettes à taux élevés, rembourser un crédit à la consommation à 16% est presque toujours plus rentable qu'investir ou acheter de l'immobilier. Je vous parle de ça parce que la vérité financière n'est jamais une règle universelle, c'est un calcul personnel que vous devez faire avec vos chiffres, dans votre situation, dans votre ville. Permettez-moi maintenant de vous présenter Thomas. Il a 35 ans, il vit à Toulouse, ingénieur dans l'aéronautique, 3 400 € par mois. Thomas a fait quelque chose d'inhabituel il y a 6 ans. Il a pris une feuille et a calculé son bilan financier de la décennie précédente. 10 ans de loyer, 102 000 € versés à son propriétaire. Épargne accumulée, 12 000 € sur un livret A. Et il a réalisé quelque chose d'assez douloureux. En 10 ans de travail, il avait construit presque rien, pas parce qu'il dépensait de façon irresponsable, pas parce qu'il était mauvais gestionnaire, simplement parce que sa plus grande dépense ne construisait rien pour lui. Thomas a alors fait ce que j'appelle le calcul de la bifurcation. Il a pris la même période de 10 ans et il a modélisé 2 scénarios. Scénario A. Continuer à louer, économiser ce qu'il pouvait sur un livret A. Scénario B. Acheter un appartement de 80 mètres carrés à Toulouse pour 210 000 € avec un apport de 21 000 €, 10% et un crédit sur 20 ans.
Dans le scénario B, ses mensualités de crédit étaient de 980 €, soit légèrement moins que son loyer de 1050 €. Mais voici la différence fondamentale. Chaque mois, une partie de ces 980 € remboursait du capital, de la richesse réelle qui lui appartenait. Dès la première mensualité, il construisait quelque chose. Thomas a acheté. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, il a remboursé environ 42 000 € de capital. Son appartement, acheté 210 000 € en vaut aujourd'hui 268 000. L'immobilier toulousain a progressé. Son patrimoine net immobilier est d'environ 100 000 € contre les 12 000 € qu'il avait sur son livret à 6 ans auparavant. Mais Thomas n'est pas parfait et son histoire m'amène à l'erreur la plus commune que je vois faire aux gens qui essaient d'optimiser leur situation financière, l'erreur de la suroptimisation. Thomas a mis tout son argent disponible dans son appartement, il n'a pas d'épargne de précaution suffisante, pas d'investissement en ETF, pas de diversification, il a échangé un risque, le piège du loyer, contre un autre risque, la concentration totale sur un seul actif. Dans mon métier, on appelle ça une erreur de portefeuille. Ce n'est pas catastrophique, Thomas a fait un bon choix global, mais il aurait pu faire mieux. Le mécanisme psychologique central de tout ce que je vous explique aujourd'hui a un nom, les chercheurs en économie comportementale l'appellent la myopie temporelle. Une étude publiée par le Centre d'analyse stratégique français en 2019 a montré que lorsqu'on demande à des individus d'évaluer des dépenses récurrentes, leur horizon de projection naturelle est de 3 à 6 mois maximum. Au-delà, les chiffres deviennent abstraits, presque irréels. 1 000 € par mois pendant 25 ans, ça ne déclenche pas la même réaction émotionnelle que 300 000 € sortis de votre compte. Pourtant, c'est exactement la même chose. Et c'est précisément pour ça que le piège du loyer fonctionne si bien. Pas parce que les gens sont stupides, parce que notre cerveau n'est pas équipé pour ressentir viscéralement des sommes distribuées dans le temps. Nous ressentons le loyer de ce mois-ci. Nous ne ressentons pas les 300 000 € cumulés. Il y a une technique très simple pour contourner ce biais, je l'appelle la traduction temporelle. Chaque fois que vous payez votre loyer, traduisez mentalement ce chiffre en équivalent vie entière. 1 000 € aujourd'hui, c'est 300 000 € sur 25 ans, c'est potentiellement 500 000 € de richesse non créée. Cette traduction prend 10 secondes. Elle change radicalement votre relation psychologique à cette dépense. Parlons maintenant de Fatima, elle a 29 ans, elle est infirmière en région parisienne, 2 400 € par mois. Elle loue un studio de 32 mètres carrés à Vincennes pour 1 100 € par mois, soit 46% de son salaire. C'est au-dessus du seuil de 40% que les banques considèrent généralement comme le maximum raisonnable pour un crédit immobilier. Fatima me disait qu'elle ne pouvait pas acheter parce qu'elle n'avait pas assez de revenus. Je lui ai montré quelque chose d'inattendu. En région parisienne, il existe des dispositifs spécifiques pour les primo-accédants avec des revenus modestes. Le prêt à taux zéro peut financer jusqu'à 40% d'un achat dans les zones tendues. L'aide à l'accession sociale peut compléter le dispositif. Dans certaines configurations, avec des plafonds de revenus adaptés, Fatima pourrait potentiellement acheter un appartement de 40 mètres carrés en grande couronne, disons à Évry ou à Cergy, pour 180 000 € avec des mensualités de crédit inférieures à son loyer actuel. Ce n'est pas un chemin parfait, ce n'est pas ce qu'elle rêvait, mais c'est un chemin hors du piège. Je veux maintenant vous parler du scénario que personne ne mentionne jamais dans ces discussions, celui des gens qui ne peuvent pas acheter, qui le savent et qui font quand même la chose la plus intelligente possible dans cette situation. Voici ce que j'aurais dû faire pendant mes années de locataire et que je n'ai pas fait. J'aurais dû traiter la différence entre un loyer raisonnable et un loyer excessif comme de l'argent à investir immédiatement. Concrètement, si le loyer raisonnable pour mon appartement était 1 000 € et que je payais 1 200 €, j'aurais dû investir 200 € par mois en ET fin indiciel, sans exception, sans y toucher, comme si c'était une facture. 200 € par mois pendant 20 ans à 7% annuel moyen, c'est 180 000 €. C'est un apport pour un achat immobilier. C'est une épargne retraite significative. C'est une sécurité financière réelle. Et ça commence avec 200 € par mois.
Ce principe s'appelle la règle de compensation du coût d'opportunité. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas acheter, vous devez impérativement investir la différence. Sinon, vous subissez le double coût. Vous payez le loyer et vous perdez l'opportunité d'investissement. C'est la situation financièrement la plus défavorable possible et c'est malheureusement la situation par défaut de la majorité des locataires français. Une étude du cabinet McKinsey France de 2023 sur les comportements d'épargne des ménages français à revenus intermédiaires a révélé quelque chose de stupéfiant. Seulement 18% des locataires entre 25 et 40 ans investissent régulièrement en dehors de leur livret A. 18%. Cela signifie que 82% des locataires français dans cette tranche d'âge subissent le double coût que je viens de décrire sans même s'en rendre compte. Permettons-moi de vous donner la feuille de route complète, pas une théorie abstraite, 5 actions concrètes dans l'ordre où vous devez les faire. Première action, calculez votre ratio prix-loyer pour votre ville et votre quartier. Prenez le prix moyen au mètre carré dans votre secteur, multiplié par la surface de votre logement, divisé par votre loyer annuel. Si le résultat est inférieur à 20, acheter est financièrement attractif. Entre 20 et 25, c'est neutre. La décision dépend de votre situation personnelle. Au-dessus de 25, dans la plupart des cas, louer et investir la différence est plus efficace financièrement. Deuxième action, calculez votre loyer ravi. Prenez votre loyer mensuel actuel, multiplié par 12, multiplié par 25. Ajoutez 3% par an de revalorisation moyenne. Ce chiffre, regardez-le en face, pas pour vous culpabiliser, mais pour déclencher l'urgence de la décision. Troisième action, si vous décidez d'acheter, commencez par votre simulation de crédit maintenant, pas dans 6 mois, maintenant. Beaucoup de gens découvrent qu'ils peuvent acheter plus tôt qu'ils ne le pensaient. Pas forcément l'appartement de leurs rêves, mais un premier actif qui commence à travailler pour eux. Quatrième action, si vous décidez de continuer à louer ou si vous ne pouvez pas acheter pour l'instant, ouvrez un PEA, plan d'épargne en action dès aujourd'hui et investissez un montant fixe chaque mois dans un ETFMSCI World, même 100 euros. L'important est de commencer maintenant, pas dans les conditions parfaites, mais maintenant. Cinquième action, calculez votre taux d'effort locatif. Si votre loyer dépasse 33% de vos revenus nets, vous êtes dans une situation de pression financière qui limite votre capacité à construire un patrimoine. Cherchez activement à réduire ce ratio, soit en augmentant vos revenus, soit en cherchant un logement moins cher temporairement pour libérer de la capacité d'investissement. Je veux vous montrer la puissance de ces actions avec un exemple chiffré précis. Prenons 2 personnes, même âge, même revenu, même ville. Bastien et Sébastien, tous les deux trentenaires à Montpellier, 2 900 € net chacun. Bastien continue à louer son appartement à 950 € par mois. Il ne change rien. Dans 30 ans, il aura versé 342 000 € de loyer. Son propriétaire sera plus riche de ces 342 000 €. Bastien, lui, n'aura rien de spécifique à montrer de ces sommes. Sébastien fait 2 choses différentes. 1. Il cherche un logement à 750 € au lieu de 950, soit 200 € de moins. C'est possible dans leur ville avec un peu de recherche. 2. Il investit ses 200 € par mois dans un ETFMSCI World via un PEA. Il maintient cet investissement pendant 30 ans. Au bout de 30 ans, à un rendement annuel hypothétique de 7%, l'investissement de Sébastien vaut environ 240 000 €. Et si entre-temps, Sébastien a pu acheter un bien immobilier, même petit, même en périphérie, le patrimoine combiné peut dépasser largement les 400 000 € de différence avec Bastien. Voilà d'où vient le chiffre de 400 000 €. Ce n'est pas une exagération, c'est le résultat concret de décisions financières différentes, prises sur une même durée de vie, avec les mêmes revenus de départ. Je veux être transparent avec vous sur quelque chose. Cette analyse suppose un rendement moyen de 7% sur les marchés boursiers. Les marchés peuvent faire moins, ils peuvent faire plus. L'immobilier peut stagner ou baisser dans certaines zones. Aucune projection financière n'est une garantie. Ce que je vous présente, c'est un ordre de grandeur basé sur des données historiques. La réalité de votre situation sera différente, mais la direction, elle, est solide. La différence entre quelqu'un qui construit un patrimoine et quelqu'un qui n'en construit pas rarement tient à l'intelligence ou au revenu. Elle tient à 3 choses: la conscience du mécanisme, la décision prise au bon moment et la constance dans l'exécution.
Le piège du loyer est réel, il est documenté. Il affecte des millions de Français qui travaillent dur, qui font leur possible, qui méritent mieux, et il est évitable, pas facilement, pas instantanément, mais évitable. J'ai vu des gens transformer leur situation financière complètement en moins de 5 ans simplement en comprenant ces mécanismes et en prenant les bonnes décisions dans le bon ordre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mathématique appliquée à des comportements humains réels. Avant de terminer, je veux vous donner la formule la plus simple possible pour retenir tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Chaque euro de loyer que vous payez au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour vivre correctement est un euro qui ne construira jamais votre avenir. Chaque euro investi régulièrement, même petit, même imparfaitement, travaille pour vous pendant que vous dormez. Le loyer n'est pas le problème. Le loyer sans stratégie d'accompagnement, ça c'est le problème. Ce que vous faites après avoir payé votre loyer, c'est ça qui décide de votre liberté financière dans 10, 20, 30 ans. Je veux aussi vous parler d'une erreur que j'ai personnellement commise et que je vois répétée en boucle chez des gens intelligents. C'est l'erreur du « je verrai ça plus tard ». Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit « j'ai 30 ans, j'ai le temps » ou « je m'en occupe quand j'aurai un salaire plus élevé ». Le problème avec cette logique, c'est qu'elle ignore un des principes les plus puissants de la finance personnelle. L'intérêt composé est asymétrique dans le temps. Ce que vous investissez entre 25 et 35 ans vaut mathématiquement 2 à 3 fois plus que ce que vous investissez entre 45 et 55 ans. Parce que le temps de capitalisation est double. 1 euro investi à 25 ans et laissé pendant 40 ans à 7% devient environ 14 euros et 50 centimes. Le même euro investi à 45 ans pendant 20 ans devient seulement 3 euros et 86 centimes. La différence entre commencer maintenant et commencer dans 10 ans à épargne mensuelle égale peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros à la retraite. Ce n'est pas une nuance, c'est une transformation radicale de votre avenir financier. Je vais vous donner un dernier exemple concret pour ancrer tout ça. Prenez Nadia, elle a 27 ans, elle est chargée de communication à Rennes, 2200 euros net, elle paie 800 euros de loyer pour un appartement qu'elle adore. Nadia ne peut pas acheter aujourd'hui, elle vient d'arriver dans cette ville, son contrat est encore en période d'essai et elle n'a pas d'apport. Ce sont des raisons valables, mais Nadia a fait quelque chose de très intelligent. Elle a ouvert un PEA il y a 6 mois et chaque mois, le jour de son virement de salaire, 150 euros partent automatiquement vers un ETFMS CI World, avant même qu'elle ne les voie sur son compte courant. Automatiquement, sans décision à prendre chaque mois, sans tentation de les dépenser. Dans 3 ans, si Nadia maintient ce rythme, elle aura investi 5 400 euros de capital. Avec les intérêts composés et une performance hypothétique raisonnable, elle aura probablement autour de 6 000 euros sur son PEA. Ce n'est pas une fortune, mais c'est un début de trajectoire. Et dans 10 ans, si elle continue à augmenter progressivement son investissement mensuel à mesure que ses revenus augmentent, les chiffres deviennent vraiment significatifs. La leçon de Nadia, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre les conditions parfaites pour commencer à construire votre liberté financière. Les conditions parfaites n'existent pas. Il y aura toujours une raison de reporter, le marché est trop haut, le loyer est trop cher, le salaire n'est pas encore assez élevé, la situation est incertaine. Ces raisons sont réelles, mais elles sont aussi permanentes. Il y aura toujours quelque chose. La seule façon de sortir du piège, c'est de commencer imparfaitement maintenant. Maintenant, voici ce que je vous demande de faire dans les prochaines 24 heures. Une seule chose, calculez votre loyer à vie. Prenez votre loyer mensuel, multiplié par 300, c'est votre approximation sur 25 ans. Écrivez ce chiffre sur une feuille de papier, regardez-le, laissez-le vous faire l'effet qu'il doit vous faire, puis décidez ce que vous voulez faire de cette information. Si vous voulez aller plus loin, dans le prochain épisode de cette chaîne, je vais vous montrer exactement comment j'ai construit ma première stratégie d'investissement en ETF à partir de zéro avec un budget de départ qui m'embarrassait presque de mentionner. Parce que commencer petit et commencer maintenant, toujours attendre les conditions parfaites. Abonnez-vous pour ne pas manquer cet épisode et maintenant j'ai une question pour vous dans les commentaires. Quel pourcentage de votre salaire représente votre loyer ou votre crédit immobilier actuellement ? Pas de jugement, je vous le promets, c'est une donnée importante et je veux comprendre la réalité de votre situation pour créer du contenu qui vous aide vraiment. Répondez en dessous, je lis personnellement chaque commentaire.